par exemple, ça dépend des pays où nous sommes, mais par exemple en Italie, quand nous étions, mon époux était numéro 2 de l'ambassade, il n'était pas encore ambassadeur. Mais l'ambassadeur là-bas, son épouse, toujours faisait un bazar tous les ans en exposant tous les produits égyptiens, les produits de Khan Khalili, les produits pharaoniques, l'argenterie, les djellaba, tout ce qui est égyptien. Et donc on faisait un bazar comme ça au profit des charités, au profit des associations en Égypte. Et de cette façon, les gens pouvaient voir un petit exemple de ce qu'on a en Égypte tout en profitant pour aider les associations ici. Donc, Maintenant, en tant qu'ambassadrice et épouse d'un ambassadeur, comment était votre vie au Maroc? c'est une vie, en tant qu'ambassadeur, bien sûr, épouse d'ambassadeur, on a beaucoup plus de responsabilités. Donc, tout est vraiment à nous de faire. Et si on a une bonne équipe avec nous, ça devient beaucoup plus facile, ce que j'avais au Maroc en fait. Donc je faisais aussi des bazars, mais ça c'est avec d'autres pays, un grand bazar international au profit des associations au Maroc cette fois-ci. Donc pour aider les femmes surtout, tous des projets pour les femmes, pour la santé et les enfants. Donc c'était ça, et puis c'était les réceptions et les dîners, les choses sociales pour faciliter à mon mari parce que son travail c'est très basé sur la connaissance des gens, bien sûr. Donc, si on a une bonne relation avec les épouses, à travers elles, on pourrait faire des relations entre les deux, hommes-hommes. Et vice-versa, bien sûr. Et donc, on faisait des dîners de gala, par exemple, au profit aussi des associations là-bas. On pouvait par exemple, montrer un film justement qui parle de l'Égypte, des choses culturelles, très culturelles par rapport à l'Égypte, avec l'attaché culturel là-bas, qui était là-bas. Et des films qui parlent de la femme égyptienne, des produits faits par des Égyptiennes, tout ça on exposait là-bas tout le temps. Disons, une fois tous les 3 mois, il y avait une grande activité de cette manière. Quelle est la question la plus récurrente ou la plus fréquente que l'on vous pose? Parce qu'il y a toujours des questions classiques qui sortent à chaque fois qu'un Égyptien part à l'étranger. Donc, je pense que pour une ambassadrice, il doit y avoir quand même des questions très classiques. Ça dépend de quelle époque vous parlez. De toutes les époques en général. Quelle est la question la plus fréquente? Parce que je sais qu'en fait, à l'étranger, il y a toujours des questions récurrentes qui sortent tout le temps par les étrangers. Ça dépend. Après la Révolution, bien sûr, c'était la question qui allait venir, qu'est-ce que je pensais, comment ça allait se terminer et tout ça, bien sûr. Ça, c'était la question. Avant la Révolution, c'était surtout la population, la masse de population qu'on a. Les gens étaient étonnés combien, même quand ils savaient qu'on était si nombreux, c'était pour eux très intriguant de savoir comment les gens vivent et tout ça. Maintenant, si c'était le mois de Ramadan, par exemple, on demandait toujours comment vous faites pour pouvoir jeûner tout ça, comment la journée est longue, vous vous fatiguez, je ne sais pas quoi, c'est des choses comme ça de ce genre. Durant les moments de crise, parce que ça peut arriver, est-ce que ceci affecte vos relations avec les diplomates représentants du pays avec lesquels
l'Égypte est susceptible d'être en crise? Et heureusement pour nous, on n'a pas encore travaillé dans un pays où il y a des crises entre les deux gouvernements, parce qu'en fait, c'est ça qui compte. Jusque-là, on a été posté dans des pays où les relations entre les deux gouvernements étaient très, très soudées. Donc, j'ai pas affronté cette question, sauf pas moi en fait, mon mari peut-être un peu dernièrement quand on était au Maroc après la révolution du 30 juin, que les choses, les relations sont bonnes, c'est juste qu'il posait beaucoup de questions, mais pas à moi. Moi, j'ai pas, heureusement, j'ai pas confronté ça, parce que ça ne doit pas être facile, à mon avis, d'être dans une situation de défense. C'est pas très facile. Mais jusque-là, ça s'est bien passé. Vous aviez dit que vous projetiez des films sur la femme égyptienne. Comment est-ce qu'elle a été représentée, la femme égyptienne? Comment est-ce que vous l'avez représentée? Est-ce que c'est la femme des sociétés rurales, la femme de la classe moyenne, la femme féministe, activiste? Personnellement, je représente la femme moderne égyptienne. Mais quand c'était des représentants par exemple, culturels, c'était plutôt la femme rurale. Parce que, pas vraiment rurale, mais la femme moyenne, égyptienne moyenne, qui travaille, qui en fait, parce que malheureusement en Égypte, c'est ça la vérité, c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes dans cette société moyenne. Donc, c'était surtout ces femmes que je représentais parce que pour moi, c'est elles les femmes égyptiennes. C'est elles les femmes égyptiennes. C'est les femmes qui courent derrière leurs enfants pour qu'ils réussissent. C'est les femmes qui travaillent du matin jusqu'au soir pour arrondir les mois. Donc ça, pour moi, c'était ça la femme égyptienne et c'est elle que plutôt je représentais. Maintenant, pour les choses traditionnelles, c'était différent. Il fallait aller chercher plus loin. Les femmes, par exemple, si c'est l'époque pharaonique, il fallait chercher ça. Si c'est paysanne, il fallait chercher ça. Je représentais un peu de tout. Des attachements, des détachements, des déplacements. Comment est-ce que vous avez vécu ça sur le plan émotionnel? Parce qu'après tout, on est des humains. Péniblement. C'était pas facile. C'était pas facile du tout ce déplacement parce que en fait il y a deux choses, il y a moralement et il y a physiquement aussi parce que physiquement il y a le déménagement, il y a tous les meubles à reprendre, démolir une maison et refaire une autre tous les 4 ans, c'est pas vraiment facile à faire. Et puis le temps de s'installer au Caire de nouveau, on restait très peu, ou 1 an ou 2 ans. Donc le temps de s'installer et de s'adapter de nouveau à ce mode de vie, il fallait repartir. Donc ça c'est le côté le moins agréable dans notre profession. Moralement, c'est les amis qu'on quitte, tous les 4 ans, il fallait recommencer à bâtir de nouvelles amitiés, à faire de nouvelles amitiés, même si ce n'est pas des amitiés, mais il faut recommencer à connaître des gens, il faut chercher les gens, c'est pas évident tout ça. Et malheureusement, quand on prend un peu d'âge, ça devient encore plus difficile de recommencer à connaître de gens nouveaux. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui vous marque le plus? La joie, les retrouvailles, le fait de retrouver de nouvelles amitiés, est-ce l'aventure ou est-ce les sentiments pénibles de la séparation? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je ne regarde jamais le mauvais côté des choses. Je regarde toujours que je vais rencontrer de nouveau. Je vais partir d'ici, je vais retrouver d'autres gens sympathiques avec qui j'aurai des affinités sûrement. Donc j'avais toujours ce côté très optimiste de la chose. L'aventure d'aller dans un pays que je ne connais pas, c'est ça qui me marque surtout. J'aime cette période où j'attends voir où est-ce qu'on va, comment ça va se passer les 4 ans à venir.
Donc, c'est ce côté que j'aime beaucoup. Pensez-vous que pour réussir dans cette carrière, il faut vraiment avoir un grand pouvoir d'adaptabilité? Ah, ça c'est sûr, parce que moi je connais des gens qui sont mariés à des diplomates, dans toutes les, pas simplement égyptiens, je parle d'autres diplomates, et qui ne sont pas du tout, ils n'arrivent pas à s'adapter au fait d'être loin de chez eux et connaître d'autres gens. Ils vivent entre leur communauté, entre leur nationalité, je veux dire. Donc oui, il faut absolument être très ouvert, très adaptable si on veut. C'est très important, sinon les gens souffrent s'ils ne s'adaptent pas. Pensez-vous que vos enfants ont souffert à un certain moment? Parce que pour les adolescents surtout, l'amitié est très importante et qu'il y a eu toujours des rencontres, des déplacements, des détachements. Était-ce un point positif ou négatif dans leur vie, la carrière de leur père? Je pense, oui, probablement. Ça a dû les marquer, oui, sûrement c'est difficile pour eux. Ça dépend aussi de la personnalité de l'enfant, je pense. S'il est pareil que les parents, s'il est apte à faire de nouvelles connaissances rapidement, ça va être beaucoup plus simple et plus facile pour lui. Mais sinon, c'est très dur à mon avis. En fait, je ne leur ai pas parlé, mais je pense que c'est assez dur, oui. Est-ce qu'ils pensent reprendre cette carrière? Non, ils sont... En fait, j'ai mon fils aîné qui a fait les études, oui. Il a fait sciences politiques, mais il travaille différemment, non. Ils n'ont pas suivi cette carrière du tout. Est-ce que vous pensez que vous avez quand même besoin d'une certaine capacité d'adaptation quand vous êtes de retour en Égypte? Parce que les choses changent en 4 ans. Est-ce que vous vous sentez toujours la même? Non, je rentre en Égypte, je me sens tout de suite, bien sûr. Je suis égyptienne, je reste égyptienne. Même des fois, on s'éloigne de la vérité un peu, hein, surtout quand on fréquente beaucoup de non-égyptiens. Mais une fois qu'on rentre, non, c'est vite fait, on s'adapte pas, on revient à ce qu'on est très vite. On redevient égyptien très vite, facilement, oui. L'ambassadrice Nehal Fawzi, merci de nous avoir permis de faire ce petit tour dans votre monde. On n'a pas encore eu le temps de tout dire. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le restant de votre expérience très enrichissante. Merci beaucoup, Mine, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci beaucoup.